Il part d'une question assez simple. Comment donner corps à un lieu, à une présence ou à un personnage sans y avoir accès directement par le contour? À travers vos trois pratiques, il y a cette idée d'approche indirecte, ne pas saisir frontalement, travailler à partir d'archives, de matière ou de gestes. Il ne s'agit pas ici de représenter fidèlement, mais de construire une perception. Faire émerger une présence à partir de ce qui l'entoure, de ce qui permet progressivement de lui donner forme. À travers cette table ronde, nous allons donc interroger ces manières d'approcher sans posséder complètement, des gestes qui passent par l'enquête, le vêtement ou le mouvement du corps. Comment rendre présent ce qui n'est pas immédiatement visible et comment donner corps sans chercher à tout saisir. Nathalie, dans ton travail, tu croises vidéo, photographie, installation autour de la mémoire et de sa construction. Tu travailles à partir de sites spécifiques en étudiant leurs archives, leurs récits et les traces qui permettent d'en construire une perception. Depuis plusieurs années, tu t'intéresses notamment à la grotte de Lascaux, que tu explores sans y accéder directement, à travers des documents, des échanges avec des chercheurs ou des éléments collectés autour de ces lieux. Ta pratique se situe entre recherche artistique, archéologique et enquête, avec cette question, comment donner forme à un lieu absent? Ariane, tu es costumière pour le cinéma et le théâtre. Ton travail consiste à construire un personnage à partir du vêtement. Chercher, sélectionner, assembler des pièces qui vont progressivement dessiner une présence. Le vêtement devient une manière de donner corps à un personnage avant même qu'il n'apparaisse pleinement à l'écran ou sur scène. Tu travailles ainsi à partir de ce qui entoure le corps, sa silhouette, sa manière d'habiter l'espace. Maxence, tu es danseuse et chorégraphe. Ton parcours traverse la danse, le théâtre, mais aussi des pratiques comme le qigong, j'espère que je le prononce bien, qui influencent profondément ton rapport au mouvement et à l'espace. Dans tes créations, le corps entre en relation avec différents lieux, parfois hors du cadre théâtral, dans des espaces publics ou naturels. Il y a dans ton travail cette manière d'approcher un espace par le mouvement, par une attention portée au rythme et aux présences qui le traversent. Le corps devient alors un moyen de révéler progressivement un lieu et de lui donner forme autrement. Ce qui me frappe dans vos pratiques, à toutes les trois, c'est que vous construisez toutes une présence à partir d'un accès indirect, comme on l'a dit, par un certain contournement. À quel moment est-ce que vous avez compris que votre travail passait moins par la représentation directe et frontale et plus par une approche progressive, par contournement? Concrètement, comment donne-t-on corps à un lieu, à un personnage ou une présence sans forcément chercher à la saisir de manière complète? Alors, à quel moment est-ce que j'ai compris que j'allais avoir cette approche qu'on peut qualifier d'indirecte? Je dirais que ça a été... alors, je réfléchis, je fais mon propre travail sur ma mémoire, mais je pense que ça a été à partir d'un premier travail que j'ai réalisé sur les archives d'un hôpital psychiatrique qui s'appelle le Bethlehem Royal Hospital à Londres. Sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an et où j'ai j'ai essayé de saisir l'essence d'archives photographiques. C'était les premières archives photographiques psychiatriques de l'histoire en fait, bien avant la Pitié-Salpêtrière. Et au départ, j'ai commencé par vouloir reproduire les images qu'il y avait. Donc il y avait des photographies de patients sur des plaques de verre, donc c'était très, très vieilles images, et quelques éléments sur d'où venaient ces gens, leur âge et quand est-ce qu'ils avaient été internés. Au début, je me suis dit, je vais reproduire ces images. Donc j'ai mis en scène avec des acteurs des reproductions de ces photos. Et pendant quelques mois, j'ai fait ça, et en fait, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et peu à peu, j'ai compris qu'en fait, dans mon travail, là où je creusais quelque chose, où il y avait un espace, c'était la dimension incomplète de ces archives. Et c'était à cet endroit-là, dans cette relation avec ce qui manquait en fait, que se créait finalement l'envie de fabriquer une forme. C'est vraiment dans le vide. Je ne sais pas qui sont ces gens, j'ai quelques informations, je vois des restes de leur visage, et c'est à cet endroit-là que j'ai envie d'aller. Donc je pense que c'est sur ce projet-là que j'ai pris conscience que j'allais pas forcément faire des images directement, reproduire directement, mais creuser à l'endroit où il manquait quelque chose. Ok, donc c'est un peu tes origines à toi de ton travail après, on va y revenir sur la grotte de Lascaux. Oui, voilà,
C'est ça, exactement. Je pense que ouais, c'est ce travail sur les archives. Et Ariane, toi de ton côté, comment est-ce que tu es arrivée justement à cette pratique que tu as? Comment tu pourrais répondre à cette question? Alors nous, on est tenu par un cadre qui est quand même le scénario. Oui. Et du coup, on travaille quand même, il y a une progressivité, on travaille avec un réalisateur, tout est quand même très cadré. Et à travers ça, bon, évidemment, il y a une dramaturgie, et à travers ça, il faut travailler à travers cette dramaturgie-là. Okay. Donc c'est quelque chose de très progressif. Et est-ce que tu as une partie un petit peu plus d'à côté de création, où toi tu peux justement amener un peu ta... Ah oui, tout à fait. Non, mais alors ça, après, ça on le développera après tout à l'heure sur les autres questions, mais oui, c'est quelque chose qu'on travaille tout à fait. Maxence, de ton côté, oui, en fait, ça c'est venu m'interroger à un endroit où je me disais, mince, en fait, contournement, parce que dans le fait d'être en mouvement, de danser, c'est de toujours être au contact de la matière du monde, de toujours être là dans un présent. Et du coup, ce mot de contact, et je me posais la question de qu'est-ce que ça veut dire être dans un rapport indirect? Est-ce que ça veut dire ne jamais être en contact voilà, là je suis en contact, enfin, que ce soit le sol, que ce soit... et en fait, l'endroit de réponse, c'est le lien à la nature. C'est le lien au vivant. C'est au fait d'être relié, pas forcément dans un contact intime de peau de corps à corps, mais d'être relié dans des liens qui peuvent être invisibles, et surtout d'être relié par des champs de force, d'être relié par des dynamiques des éléments du vivant qui font que l'approche elle va se faire comme ça par l'invisible. Et dans le rapport du progressif, c'est que effectivement, il peut y avoir tant des choses complètement instantanées que des choses qui vont nécessiter de développer des outils, des ressources, des manières d'approcher qui vont se faire dans une progressivité. Ok, merci. Du coup, maintenant, je vais vraiment vous interroger un peu plus aussi sur vos pratiques, vos gestes. Je commence par Nathalie. Dans ton travail, tu pars d'archives, on l'a vu, de récits, de récoltes. Comment construire une forme à partir d'un lieu que tu n'as pas vu directement? Comment est-ce que tu construis tes formes et donc tes œuvres et donc ton travail à partir d'un lieu auquel tu n'as pas pu accéder? Alors là, je pense qu'on fait référence à mon travail sur la grotte de Lascaux. Donc la grotte de Lascaux est inaccessible au public, la grotte originale. Et au départ, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un petit espoir d'y aller, qui s'est vite, qui a disparu très très vite. On m'a expliqué que ça serait pas possible. Et je pense que ça a été le début en fait, parce que justement le désir que ça a généré, le fait de ne pas pouvoir y aller, de ne pas voir, ça a été le point de départ d'une envie encore plus forte de créer déjà. Donc le fait de ne pas voir, je pense que c'est justement ce qui donne envie. Et après, je pense qu'effectivement, je travaille là, en l'occurrence sur la grotte de Lascaux, pour donner un exemple très concret. Ne pouvant y aller, en fait, j'ai travaillé par tâtonnement et par étapes. Effectivement, d'abord, le mot contact me parle beaucoup. Je me suis dit, il faut que je trouve une façon de rentrer en contact avec la grotte, mais comme si la grotte était, et d'ailleurs maintenant pour moi c'est une personne, elle est complètement personnifiée, je lui parle, elle est présente, c'est quelqu'un que je connais très bien. Mais du coup, pour entrer en contact avec cette grotte, en fait, je me suis dit, donc je peux déjà parler avec des gens qui y vont, parce qu'il y a encore des gens qui y vont. Donc j'ai discuté avec des gens qui la connaissent très très bien. Je peux marcher
sur une partie de son corps, parce qu'en fait une grotte c'est pas quelque chose qui est séparé, c'est un être vivant, donc quand je me balade sur la colline, je touche la grotte, enfin je touche des parties de la grotte, ou par ricochet des choses qui touchent la grotte, les insectes, enfin je me disais par exemple quand je trouvais un ver de terre, je me disais peut-être qu'il est déjà baladé dans la grotte lui, donc il y avait cette envie d'être en contact avec ceux qui sont en contact, et ensuite il y a eu la découverte des calques archéologiques. Donc moi je travaille beaucoup à partir des archives, comme je disais, et là j'ai eu la chance de trouver les derniers calques qui avaient été faits à même la paroi. Donc là c'était clairement des choses qui avaient été en contact par ricochet avec la paroi. Et donc c'est comme ça que ça prend forme, donc c'est par tâtonnement et par récolte comme ça de traces qui ont été en contact avec la grotte que je constitue ma propre archive, et c'est à partir de cette archive-là, qui prend quand même pas mal de temps, en tout cas ça a pris beaucoup de temps là sur Lascaux, que peu à peu je vais extraire des choses et ça va prendre forme progressivement. Mais oui, voilà, je pense que c'est vraiment ces étapes qui sont presque des étapes aussi de recherche, hein, parce que je glane et au fil de l'eau ça commence à prendre forme, parce qu'en fait c'est comme si, je parlais de vide, il y a un vide à un endroit, je ne peux pas y aller, et puis en collectant toutes ces formes et en rentrant en contact, à la fois il y a quelque chose, il y a un plein, quelque chose qui se remplit, c'est mon archive. Et puis il y a une présence, la grotte finalement peu à peu, elle devient présente, et quelque part je crée une relation avec elle. C'est intéressant parce que tu disais justement, tu as utilisé le mot trace, qui est important pour nous aujourd'hui, et donc aussi fragment, le fait de travailler à partir de quelque chose de fragmentaire autour. Comment est-ce que tu fais pour éviter d'avoir trop de projections sur ce qu'est vraiment ce que tu contournes? Tu travailles uniquement avec des bouts, et comment est-ce que toi, mentalement, tu ne projettes pas trop d'illusions, si je puis dire, autour de ce qu'est, par exemple, dans ce qu'apprécie la grotte de Lascaux? Alors, je pense que j'en projette beaucoup, des illusions, et je pense que je laisse justement l'imaginaire, mon imaginaire à cet endroit où justement, comme c'est des fragments, il y a plein de vides partout. Et donc dans ces vides, il y a l'imaginaire qui est possible, il y a une liberté que j'aurais pas si j'abordais la grotte de manière directe, parce que la grotte de Lascaux, c'est un monument. Donc en fait, en tant qu'artiste, se confronter aux peintures de Lascaux, c'est hyper écrasant. Donc je pense que justement, il y a cette première chose d'aller dans les vides pour laisser l'imaginaire parler en tout cas, et après en garder certaines choses. Et ensuite, je pense que le fait de ne pas être seule, je parlais donc des calques archéologiques qui ont été faits, donc la personne qui a fait ces calques est décédée il y a bien longtemps, mais pareil, j'ai l'impression d'avoir dialogué avec elle, et de la même manière, je parlais des scientifiques avec qui je vais dialoguer, et donc le fait d'être en permanence dans cette espèce aussi de connexion avec d'autres personnes, il y a aussi, je pense, une justesse dans la façon dont En fait, j'ai l'impression que ça m'aide aussi à me situer par rapport à la grotte, et pas à complètement, effectivement, partir dans quelque chose qui est... Et encore, on pourrait, hein. Mais en tout cas, je pense que c'est là que je trouve ma place, au milieu de tous ces gens aussi, qui ont déjà connu la grotte. Donc il y a un respect, il y a une humilité, et au milieu de tout ce que moi, je vais glaner de manière très intime, quoi. Ok, merci. Et ça fait un peu le rebond, parce que tu disais, Lascaux, pour toi, c'est un personnage. Et du coup, je vais m'adresser à Ariane maintenant. Dans ton travail, le vêtement participe un peu à la naissance d'un personnage, fait partie intégrante d'un personnage créé de toutes pièces. Comment, pour toi, un vêtement peut faire émerger un caractère, une personne fictive? Alors, c'est vrai que le costume est un outil dramatique. Il ne sert pas seulement à habiller un comédien ou un acteur, il aide à construire un personnage, à révéler. Et il est en charge à dessiner des caractères, hein, et un vêtement, ça parle. Le vêtement est un langage, et il y a une valeur sociologique forte, dont on est quand même tous traversés. Hein, donc on travaille avec ces codes, hein, on les romance quand même beaucoup. Moi, on oriente avec ce que l'on est, hein, et puis on travaille aussi avec un réalisateur qui a
sa vue. Donc c'est très riche et c'est en perpétuelle évolution. On peut identifier donc un personnage avant même qu'il s'exprime. Ça aussi, on peut lui faire dire des choses qui ne soient jamais dites ni par le personnage, ni même dans les dialogues ou le scénario. Voilà, et le vêtement nous distingue. Hein, c'est très référentiel, il est très référencé. Donc il peut indiquer le statut social, culturel, la profession, la mise en rapport du personnage avec sa fonction, son oisiveté. Il peut indiquer un déclin, il peut indiquer une déchéance, une idéologie, sa rébellion, son appartenance à un groupe. Voilà, sa psychologie, je sais pas, peut être donc montrer, je sais pas, une fantaisie ou voilà. Donc c'est comme ça vraiment que j'aborde en tout cas autant d'indices qui représentent le oui, personnage. Oui, le personnage, je sais pas, sur ses goûts, le pouvoir, l'obsession. Bon, c'est la complexité du personnage. Ouais. Ah, c'est marrant parce que tu parles d'indices justement, donc Ouais. je trouve que ça rejoint aussi ce que disait un peu Nathalie qui va chercher des choses à côté et autour. Est-ce que justement tu penses que ces indices que tu laisses en fait au spectateur comme ça avec le vêtement, qu'est-ce qu'il laisse au personnage en fait qu'il incarne, à l'acteur, est-ce que ça lui laisse une contrainte ou est-ce que ça lui laisse une c'est une place? contrainte. Pour le comédien, de toute manière, le costume se travaille avec le comédien. Ouais. On a des essayages, ça se trouve, surtout quand, c'est pas une toile neutre, c'est pas une toile, hein, c'est pas un matériau neutre. On ne pose pas, donc suivant son attitude, sa morphologie, la gestuelle du comédien, on fait beaucoup d'essayages, de ces essayages, voilà, on trouve lui, est-ce qu'il a besoin de poches, est-ce qu'il a besoin pour se mouvoir je sais pas, de montres, les chaussures chez un comédien c'est très important, voilà, pour être ancré, donc voilà, il faut trouver l'accord entre le costume, le corps, ça marque la personnalité. Et là, c'est plus habiller un comédien, il habite, voilà, il doit habiter ce costume, hein, ce personnage. Voilà, et c'est à ce moment-là que le costume devient actant, c'est-à-dire qu'il prend vie à travers son incarnation. Oui, son incarnation. Après, il y a aussi les films historiques. Et là, c'est très contraignant. Hein, si une comédienne porte un corset, comédien de la Vallière, des fraises, tout de suite, la posture n'est pas la même. Hein, c'est très, c'est très guindant, et là, le jeu rentre. Je veux dire, ça joue beaucoup sur le jeu du comédien et la manière dont il. Surtout que ce sont des vêtements dont on n'a plus. Je veux dire, le corps, on n'est plus du tout guindé. Hein. Ouais. On n'a plus l'habitude d'être contraint parce qu'il nous entoure c'est ça. Du vêtement. Voilà, donc c'est encore un autre sujet. C'est marrant parce que du coup, tu fais une très bonne transition vers Maxence, parce qu'avec Maxence, on va plutôt parler de corps aussi. Dans ton travail, Maxence, le mouvement devient une manière d'entrer en relation avec les espaces. Donc là, avec toi, Ariane, il y avait cette idée où le vêtement va entrer, tu as parlé de dialogue justement, en dialogue avec l'acteur, la personne qui le porte, dont il est contourné. Et dans ton travail, Maxence, c'est une manière de rentrer le corps en relation avec un espace, puisque tu opères beaucoup aussi dans des espaces non scéniques et en extérieur.
Comment le corps permet-il, d'après toi, d'approcher un lieu autrement que par une manière frontale et directe? On en revient toujours à la question du direct-indirect. Mais effectivement, je m'appuierais vraiment sur des exemples d'expériences en pleine nature, en lien avec le vivant, en prenant le vivant comme un partenaire de jeu et non pas comme un décor. Et du coup, en fait, notre corps, espace lui-même de perception, voilà. Espace de ressenti, d'émotion, espace d'imaginaire avec le mental, espace de plus grand que nous, et ce plus grand que nous fait que la manière dont on est foutu, avec nos fascias, avec nos muscles, avec nos tendons, avec nos os, tout ça, avec notre peau, fait que on entre en contact direct ou indirect avec les espaces et cette matière du monde, et souvent par l'intermédiaire, je fais le point avec ce que je disais, de dynamique, de force qui existe tant dans le vivant qu'en nous, et vu qu'on fait partie du vivant, il y a une connexion directe. Il y a une connexion directe. Ce qui fait qu'un geste déployé, un geste dansé, pour moi, c'est vraiment une traversée, c'est une résonance, c'est une manière, non pas justement par rapport au mot saisir, il ne s'agit pas de saisir, il ne s'agit pas, ça me renvoie, saisir me renvoie à agripper, mais comment je me laisse traverser. Et par exemple, se retrouver à la lisière, je fais le pont avec la première table ronde, face à l'océan ou dos à l'océan. Un océan déchaîné ne va pas du tout créer en termes de dynamique, en termes de réceptivité, en termes de résonance dans le corps, une kinesthésie qui fait que ça va générer un mouvement spécifique. Contrairement à le même océan, le même emplacement, au même endroit avec un océan étal. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Donc pour moi, le geste, la danse va venir témoigner, en fait, rendre visible une intériorité, va venir rendre visible cette traversée-là. Et justement, quand tu arrives dans un lieu, notamment comme ça, en pleine nature, est-ce qu'il y a d'abord un temps d'arrêt où justement on parle de corps, un temps d'arrêt où en fait ça va être plutôt ta vue qui va intervenir, sans que le corps se mette en mouvement, tu vois, sans que tu aies besoin justement d'avoir ce que tu disais, cette corporalité. Ouais. En fait, il y a plein de points d'entrée différents, et effectivement, ça va pouvoir être le désir de prendre à bras le corps, tout de suite arriver, et puis ça peut être, tout se passe je vais parler d'intelligence du corps, en fait, hors mental, tout peut se passer, mais en une fraction de seconde, et tac, 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 il y a quelque chose qui s'écrit, qui se compose, qui s'inscrit, au même titre que arriver dans un espace, c'est aussi, et c'est un peu, je m'y emploie, et c'est un exercice qui est un peu complexe parfois pour moi, d'arriver dans un espace et juste se poser. Se poser pour écouter, et quand je dis écouter, c'est de tout notre être, toute antenne dehors, et en fait j'appellerais ça faire rien, c'est pas rien faire, c'est faire rien. Faire rien, toute antenne dehors, avec une hyper attention, une hyper acuité à ce qui se passe. C'est pas parce que je suis a priori dans une immobilité que ce qui se passe, un son, une couleur, un mouvement au loin, voilà, comment ça m'imprègne, comment ça vient m'apprendre, m'informer, comment ça m'informe, comment ça va infuser, et comment je vais rendre réponse. Comment je vais rendre réponse, mais à partir de mon ici, là.
là, par exemple, je suis là, et j'ai un là-bas juste là. J'ai un là-bas avec... il y a du dynamique d'herbe qui est juste là, au même titre que la roche va venir me chercher, mais dans mon ici, là où je suis maintenant. Et ça va être sans arrêt cet aller-retour, mais dans cet ancrage profond. Dans cette manière d'habiter son propre corps, dans cette manière d'habiter le lien avec l'autre, et je parle de tous les autres, et dans la manière d'être relié au vivant et plus grand que soi. Vraiment que ces allers-retours là. Maintenant, je vous propose de répondre chacune votre tour ou en dialogue en fonction de comment vous le sentez, justement. Un petit dialogue croisé. Pour vous, on a beaucoup parlé de contours, de corps, pas mal de choses, mais pour vous, qu'est-ce qu'un accès justement un peu indirect par contournement permet, et ça peut être une réponse très personnelle, de voir ou de ressentir. Tu parlais justement, Maxence, de ressenti. Si je veux le dire un peu plus simplement, est-ce que le contour vous apporte quelque chose d'autre qu'un accès direct et frontal? Une vaste question. On réfléchit. Vous réfléchissez? Qu'est-ce que Ouais. ça Elle n'est pas simple la question. Elle est pas simple. C'est pour ça qu'on Qu'est-ce s'arrête. qu'un accès indirect dans vos pratiques, dans vos pratiques ou dans votre quotidien d'ailleurs, vous permet de voir ou de ressentir différemment? Moi, j'ai l'impression... Alors, c'est peut-être le terme accès indirect qui est assez vaste et... si je prends un exemple très concret, je vais reprendre l'exemple de la grotte de Lascaux qui m'aide à penser, on va dire. Je pense que le fait de, en tout cas, l'accès indirect, c'est-à-dire de ne pas y aller et d'avoir la porte fermée, et donc de devoir tourner autour, hein, on tourne pas mal. Déjà, je pense qu'il y a... la première chose, c'est qu'il y a accepté de se perdre. Je pense que dans ce contour, en tout cas moi tel que je l'ai vécu, j'ai eu vraiment l'impression, alors dans tout processus artistique, on sait très bien qu'on n'est pas dans des processus linéaires, hein, donc on se perd forcément, mais là il y a eu des moments vraiment je me suis perdue, je tournais en rond, on approchait presque je dirais pas la folie, mais il y a un moment donné, c'est compliqué. Et je pense que c'est cet endroit-là qui est aussi intéressant, parce qu'il y a quelque chose où en fait on se perd. Et en se perdant, moi je pense qu'on se décentre, et c'est intéressant de se décentrer. En tout cas en tant qu'artiste qui pratique, qui est plastique, quoi, en fait, moi j'ai eu l'impression que l'ego, Nathalie, tout ça disparaissait. Et donc en tournant en rond, d'une certaine manière, je commençais à vraiment rentrer en contact avec cette grotte, à devenir, c'est un peu prétentieux, mais à m'intégrer complètement dans l'écosystème, dans l'histoire aussi, les couches d'histoire, les strates. Donc je pense que cet accès indirect, il invite aussi je parlais d'humilité tout à l'heure, mais en se perdant, on se décentre. Donc je pense que ça, c'est la première chose. Et ensuite, on parlait d'invisible tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse dans la grotte de Lascaux, c'est pas les peintures de Lascaux. Enfin, je veux dire, c'est pas ça que je cherche. Enfin, je pense pas. C'est pas ce que tout le monde nous montre. C'est pas ce qu'il y a à voir en fait. C'est justement tout ce qui est invisible. Donc, et quand je dis invisible, c'est des forces, des vibrations, des présences qui viennent de très très loin. Donc on est vraiment dans une relation avec le temps loin, du temps très très long, plusieurs dizaines de milliers d'années. Et comment moi, à ma petite échelle, toute seule, j'arrive justement à ressentir ou à rentrer en contact avec ces présences-là. Et je pense que c'est ça l'accès indirect, c'est-à-dire que sans accès, enfin je sais pas, c'est pas le bon terme, hein, mais sans ce contournement, il n'y a pas d'accès à ça, je pense pas. Et ça prend du temps, et c'est difficile, et on se perd, mais justement je pense que c'est là où on arrive
vibration, il y a quelque chose qui parvient jusqu'à nous. Et une fois qu'on l'a, ça peut durer longtemps, je pense. Enfin, une fois que c'est installé, en tout cas, moi, je disais, je suis toujours en connexion, je suis toujours en contact avec cette grotte. Et je pense pas que ça va s'arrêter. Et donc, voilà, je pense que c'est ce que permet une démarche qui est comme ça. On est dans des allers-retours, on tourne. Et ouais, je pense qu'il y a ça. Et de manière peut-être un peu plus pragmatique et très tangible dans l'explication. Par exemple, alors là c'est pas sur les présences, etc., mais il y a une partie de la grotte qui est celle que j'ai pu montrer au final dans mon travail, j'en avais pas du tout l'intention. C'est toute la partie des gravures, donc Lascaux, tout le monde connaît les peintures, les taureaux, la chapelle Sixtine, donc on a tous les mots un peu, on s'étouffe un peu là quand on parle comme ça, on est un peu écrasé. Et en fait, en contournant, j'ai fini par trouver des choses dont je connaissais même pas l'existence, qui me sont un peu arrivées peut-être par hasard ou du fait que je contournais, qui sont toute la partie complètement invisible, qui sont les gravures. Il y a des milliers de gravures de palimpsestes, de traits qui sont là dans cette grotte et qui sont très difficiles à voir même dans les répliques. Il faut avoir des éclairages très, très particuliers. Et donc, ont probablement été pensées aussi dans cette idée d'invisibilité. Elles étaient pas... Donc, je travaillais avec un préhistorien en ce moment justement on parle beaucoup de ça, de qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui n'est pas montré. Et il a fallu que je passe beaucoup par des étapes de contour pour me tomber sur ça et finalement m'y intéresser énormément et continuer à me poser des questions sur pourquoi en fait il y a ces gravures à cet endroit-là, un endroit où c'est très difficile à voir, même avec des lampes, etc. Et donc pourquoi ils les ont mis là et pourquoi c'est illisible par endroits, on ne voit rien, justement c'est des débuts de têtes d'animaux, parfois c'est volontairement incomplet. Et là, je rentre en contact avec les présences d'il y a très longtemps. Donc, c'est un exemple pour moi qui reste assez parlant de cette expérience du contournement. Voilà. Merci Nathalie. Et Ariane, justement, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, très succinctement, et là ça me faisait penser à ça aussi quand Nathalie en parlait. Tu disais que c'était quelque chose de très normé, le costume, justement. Quelle part de créativité, si je puis dire, entre guillemets, qu'est-ce qui, pour toi, dans le costume, permet d'aller au-delà du personnage, et donc de contourner peut-être un peu la codification qui peut exister et qu'on t'impose aussi d'une certaine façon avec ça s'écrit avec le réalisateur d'abord, ça s'écrit avec le comédien et le vêtement a une fonction de tenir communicative. C'est un médium et qui est traversé, que traverse le comédien, mais que traverse aussi le regard de l'autre. Hein. Je veux dire, il prend corps et il prend sens aussi avec le regard du spectateur. Voilà, donc il y a un endroit où il nous échappe. C'est-à-dire que oui, on le travaille avec parce que c'est un outil sociologique, donc on le travaille. Mais il y a une anecdote que j'aime beaucoup d'Alain Resnais, par exemple, une costumière qui racontait comment Alain Resnais, pour tous les personnages, même les quelques figurants, créer une biographie assez complète sur même le figurant qui passait comme ça sur un trottoir à sa costumière, ses hobbies, son métier, s'il avait des femmes, des enfants, enfin une femme, des enfants, des choses comme ça. Donc voilà, tout ça, ça nourrit un imaginaire dont on romance aussi beaucoup. Hein, si on a affaire à, je sais pas, un couple bourgeois, on n'aura pas tous la même envie, de le projeter, enfin de l'habiller, Oui, c'est aussi assez individuel, c'est ce que tu
disiez, c'est qu'il va y avoir une projection justement qui va se faire. Oui, et puis il y a ma projection, la projection, la manière dont le comédien va l'habiter, la projection, et puis surtout cette place que l'on doit laisser au regard, voilà, en tout cas à celui qui regarde, le spectateur. Voilà, il ne faut pas que ça soit quelque chose, voilà, il faut lui laisser cette place de rêverie, réflective. Et Maxence, de ton côté, est-ce que tu veux que je répète la première question? En quoi une approche indirecte vous permet de ressentir différemment? Il y a... Ou à l'inverse, une approche frontale peut-être. Il y a, c'est clair, une ouverture des imaginaires, l'indirect, qui permet justement d'aborder avec un pas de côté. Et il y a autre chose qui me vient aussi, c'est que, et je réponds un peu aussi à ce qui vient après, mais je pense par exemple dans des expériences qu'on peut faire corporelles en soustrayant un sens, par exemple. Le sens de la vue notamment, qui est quand même le sens qui est très très utilisé pour les voyants dans le contact, dans la rencontre. Ça vient aussi permettre de sentir différemment. Et c'est comme si la soustraction de la vue permettait de générer des attentions beaucoup plus fortes et permettre aussi de rendre au corps, en fait, sa totale intelligence. Parce que même avec les yeux fermés, le geste dansé, le geste relié, toujours dans des expériences en nature, va faire que le corps va prendre des chemins aussi spécifiques pour pouvoir exprimer quelque chose qu'il n'aurait pas pris de cette manière-là, avec les yeux complètement ouverts aussi. Et qu'à partir du moment où il y a eu expérience, ça peut composer ailleurs, ça peut composer autrement, parce qu'il y a la mémoire du corps, parce qu'il y a la trace dans le corps, et que l'expérience qui aura été vécue, les yeux fermés, je dis n'importe quoi, sous un immense chêne, qui aura eu ce lien, cette relation, ce dialogue, que des énergies auront été traversées, que des gestes auront été déployés, que ce qui aura été vécu pourrait se retrouver sur un plateau d'un théâtre, par exemple. Qu'est-ce que ça raconterait aussi à ce moment-là, sorti de son contexte aussi. Et c'est intéressant que tu dis sorti de son contexte, et j'enchaîne un petit peu sur la dernière question de ce croisement. Parce que dans l'idée comme ça du contour, il y a aussi un peu cette idée de sortir du contexte. Je me tourne vers Nathalie justement. Est-ce qu'il y a des choses que tu choisis dans ta pratique de ne pas montrer, en tout cas ne pas montrer entièrement, pas du tout, ou en partie? Oui, bien sûr. Je pense que oui. Comment dire? Oui, alors déjà, je sais pas comment l'exprimer, mais si on reprend par exemple ton travail sur l'ASCO, il y a eu donc tu travailles par l'image de l'image de l'image. À chaque fois, c'est comme ça cette mise en abîme, où il y a des calques qui existent. Est-ce qu'il y a des choses que tu choisis et que volontairement tu ne montres pas, et qu'est-ce que tu penses que ça dit de ton rapport à cette idée de l'empreinte, de la trace? Je pense qu'il y a des choses que je sélectionne, dans le sens où, avec mon regard, par exemple sur les calques, il y avait des milliers de calques, donc les calques sont
les traces archéologiques, donc c'est des reproductions sur du papier calque de tous les dessins, enfin, une grande partie des dessins de la grotte. Donc j'ai pu avoir accès, c'est des milliers de figures, hein, il y en a partout, c'est dans tous les sens. Donc c'est impossible, de toute façon, ça invite au choix. On peut pas représenter ça, c'est pas possible. La grotte en elle-même, elle n'est représentée que par fragments, même les reproductions aujourd'hui technologiques les plus pointues, elles sont incomplètes. Ça sera toujours incomplet, il n'y a pas de... Ça n'existe pas une reproduction totale. Même par les scientifiques archéologiques, ils savent que c'est fragmentaire. Donc, moi, je vais aller... en fait, je vais porter une attention à ce que je regarde. Par exemple, quand je regarde mes calques, je vais me dire, tiens, il y a un regard qui m'a saisi à l'intérieur d'un animal. C'est ce qui m'est arrivé. Certains cerfs, certains regards. Il y a vraiment eu des rencontres dans les dessins avec des présences. Donc là, je vais décider que c'est ceux-là avec lesquels je vais cohabiter. Donc il y en a certains que je vais garder dans mes images et qui vont réapparaître dans les pièces finales. Donc il y a eu notamment certains cerfs, parce qu'il y avait des regards, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait des regards. Donc c'est lié à des présences. Et donc là, je vais me dire, tiens, ils vont rester avec moi, et puis je vais les embarquer dans mon travail, et puis je vais les proposer aux gens qui vont le voir. Ça, c'est ce qui s'est passé avec les calques. Et donc c'est des résonances qui viennent de très loin, comme je disais tout à l'heure, et qui viennent jusqu'à moi via un calque qui a été fait par un archéologue dans les 60, à même la paroi, enfin voilà, donc il y a eu plein d'étapes, hein, mais ça vient jusqu'à moi, et donc je décide de conserver une partie. Et ensuite, je pense qu'il y a d'autres pièces, donc c'est assez différent suivant, là c'est le travail vraiment par ces archives, et puis après moi quand je recrée certaines pièces, j'utilise le calque, donc le calque c'est un matériau que j'utilise beaucoup dans mon travail, et je vais parfois mettre du calque devant, donc je vais faire par exemple des formes à partir de choses que j'ai glanées dans la nature. Il y a notamment une pièce où j'ai emplâtré des choses que j'ai glanées, des pierres, des feuilles, etc., pour créer des espèces de bâtons qui peuvent faire penser à plein de choses, des bâtons chamaniques, des armes, plein de choses. Quand on les voit, on ne sait pas ce que c'est, et c'est volontaire. Et par-dessus, donc déjà on ne sait pas trop ce que c'est, et par-dessus je vais remettre du calque. Donc c'est présenté avec un calque devant. Et le calque m'intéresse parce que c'est bon. Dans certains cas, comme je dis, c'est un support de reproduction, mais c'est aussi un voile. Donc quand on met un calque devant une pièce, en fait, la pièce est floutée. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'on voit, alors plus on se rapproche du calque, plus c'est flou, plus on se recule, plus c'est net. Donc il y a aussi toute cette question de la perception des personnes qui voient la pièce, où finalement déjà, suivant l'endroit où ils vont se placer, ils ne voient pas la même chose. Et on ne voit jamais très bien ce que c'est. Et ça m'intéresse. Parce que pour moi, c'est très similaire à ce que je vis dans ces sites qui sont... Alors c'est la grotte de Lascaux, mais enfin je travaille dans tout un tas d'autres sites archéologiques souvent, où il y a une mémoire très lointaine. Et il y a toujours cette sensation très étrange d'être complètement surexcité parce qu'on est en train de rentrer en contact avec quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire un vertige, quoi. On rentre en contact avec quelque chose qui a plusieurs dizaines de milliers d'années, et en même temps on comprend rien. Alors on comprend absolument rien, c'est-à-dire qu'on a l'impression de saisir parfois, et en même temps on comprend rien, et on a l'impression de voir, et puis sitôt qu'on a vu, on se dit mais en fait j'ai rien vu. J'ai vu un morceau de quelque chose, je ne sais pas vraiment ce que c'est, on me dit que c'est ça, mais finalement... Et c'est à cet endroit-là que... Je me perds un peu, j'ai l'impression de... Voilà, mais c'est à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'en tout cas, je ne monte pas entièrement parce qu'on ne perçoit pas ni on ne voit jamais entièrement. C'est un beau mot pour transitionner vers notre conclusion, si ça vous va, parce que je vois que là, mais il y a 3 questions pendant cette conclusion. Attention, à quel moment avez-vous senti, chacune à votre manière, parce qu'on a bien vu, vous avez des pratiques très différentes, que votre geste, votre pratique, qui consiste à contourner, était devenu d'une certaine façon un langage pour vous, ou pas? Je répète la question. Non, c'est bon. Maxence. Je l'ai sous les yeux. Si je veux le dire
vous avez senti que la manière dont votre geste était devenu votre manière de faire dans votre pratique, peut-être aussi un peu dans votre quotidien. Je vous le pose différemment. Je laisse monter jusqu'à là. Elles sont pas faciles, ces questions. Non, elles sont pas faciles. On est sur un On va niveau faire- assez Repose-la, repose-la, ça va nous aider. À quel moment avez-vous senti que cette manière d'approcher sans saisir complètement était devenue votre langage? Ben, pour moi, c'est vraiment accepter de ne pas tout piger, quoi. Et vraiment, parce que c'est... C'est le cas de le dire en plus. Bah ouais. Non, mais en tout cas, dans ce que je partage là, dans ce lien avec le vivant dont nous faisons partie est immense, est complètement infini. Et nous, dans la forme que nous avons là, même avec toute la porosité qu'on peut avoir, même avec tous les liens invisibles qui existent, on est tout petit là-dedans, quoi. Et en même temps surpuissant de connexion, de lien. Donc, c'est accepter, c'est vraiment accepter d'être traversé et surtout sans saisir. Sans S-A-N-S, sans saisir quoi que ce soit. Et la danse est un art de l'éphémère. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question si vous ne l'avez pas, parce que je peux poser la seconde. Non, moi je dirais juste que le costume doit être présent, et en même temps il doit être transparent. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de travailler quand même le paradoxe, l'ambiguïté, et de laisser... voilà, il ne faut pas être littéral. C'est par l'interprétation. Voilà, c'est ça qui se joue. C'est pas d'être grossier sur... Oui, laisser une part d'interprétation à celui qui regarde, à celui qui l'habite, à la caméra, à celui qui filme. Voilà, c'est laisser la place à chacun de s'en saisir. Alors je rejoins ce que tu disais, Maxence, sur cette idée de pas comprendre, en fait, de se dire que là, c'est ok, en fait. Et c'est justement là que c'est intéressant. Je rejoins assez cette idée-là. Et moi, je reviens sur cette idée de vide, vraiment cet endroit où il y a vraiment un vide d'explication, il y a quelque chose où on ne sait pas, en fait. Moi, c'est ça qui me fascine le plus. Et je crois que j'ai compris que, en tout cas, là où j'avais besoin d'aller et où j'avais besoin à partir de quoi j'avais besoin de créer, c'était à l'endroit justement où on ne sait pas et ça nous émeut, en fait, ça crée quelque chose de complètement presque, alors moi c'est devenu complètement addictif aussi, ce besoin de ressentir ces endroits où on ne sait pas et en même temps on est très attaché, il y a un lien qui se fait, je parle vraiment des lieux du temps profond, on pourrait dire, du temps, voilà. Et j'ai pensé, parce que quand j'ai travaillé sur les archives de cet hôpital, j'ai beaucoup travaillé sur les écrits de Derrida, et il parle beaucoup des archives, en fait. Et il y a une phrase que j'ai notée que j'aimais bien, parce qu'elle dit « On cherche toujours l'archive là où elle se dérobe ». Et moi, je crois que je suis vraiment là-dedans. Je vais à l'endroit où je crois que je vais trouver quelque chose, mais en fait, je me rends compte que, bah non. Mais justement, j'ai envie d'y rester parce que je trouve... En tout cas, je trouve pas peut-être ce que je pensais trouver, et c'est passionnant. Voilà. La dernière question, qui est la même question pour toutes les tables rondes d'aujourd'hui. Pour vous, dans votre pratique, qu'est-ce que c'est une juste trace?
la juste trace pour vous? On réfléchit. Ouais, moi, ce que je peux dire, c'est que la juste trace, c'est de danser devant témoin. Parce que le témoin de par sa présence, rend visible une intériorité, rend visible une traversée, rend visible un geste se déployant, quel qu'il soit, une danse se déployant. Rendre visible intériorité, rendre visible intention, une relation aussi. Donc ça veut dire exprimer, offrir, partager. Et la trace suprême, c'est que les témoins puissent à leur tour rendre geste à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont éprouvé, à ce qu'ils ont traversé eux-mêmes. Une sorte de réponse esthétique, quoi. Voilà. Donc la juste trace, c'est rendre visible devant témoin. Ouais, pour toi, c'est cette manière-là de garder justement cette empreinte. Ouais, parce que quelqu'un l'a vu. Parce que quelqu'un l'a vu. Et on a été témoin. Et on a été témoin. Ok. Bon, pour moi, la juste trace, c'est d'être au bon endroit. C'est travailler comme on travaille en équipe, c'est être soutenu, puis être soutenant quand même sur un projet pour faire vivre, en fait, pour bâtir ce projet. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose quand même de très important, c'est qu'à un moment donné, ce geste-là, il ne nous appartient plus du tout, et il appartient à celui qui regarde, et en fait, cette trace-là, on la lègue à l'autre, quoi. Enfin, ça ne nous appartient plus. Et à un moment, c'est un peu le bébé sur lequel on n'a plus prise. Voilà. Vous rejoignez un petit peu du coup, parce que c'est aussi la trace qu'on laisse pour les autres. C'est celle qu'on laisse pour les autres, oui. Ça échappe. Et qui se l'approprie, en fait. Je veux dire, c'est tout. L'art, c'est un rapport à l'autre. Enfin, je veux dire, c'est une transmission. Transmission, et puis un dialogue avec l'autre. Voilà. Relation. Oui, ça se joue à deux, quel que soit l'autre d'ailleurs. Comme tu dis, puisque toi tu travailles beaucoup avec la nature, voilà. On n'est que des médiums, et on travaille avec des médiums sur ton corps, le costume, tire et des zones de passage aussi. Et des zones de passage, oui, complètement. Ça, c'est un mot que j'adore, passeur. Passeuse. Ouais. Faut jamais être invasif, jamais. Ni trop, ni pas assez. Ce serait la juste trace pour toi. Oui. Ok. On finit. Pour moi, la juste trace, je pense qu'il y a il y a deux types de traces. Il y a la trace que je vais étudier, parce que je travaille sur des sites archéologiques. Moi, j'ai l'impression que ce sont... Il y a la trace que je vais produire avec mes œuvres. Et dans les deux cas, je pense que la question, c'est des traces qui activent une présence. Donc, voilà, qui activent une présence. Donc, moi, quand je vais être en contact avec un site, c'est les traces avec lesquelles je vais rentrer en contact, justement. Donc, il y a cette idée d'altérité, de relation. Et où il y a une présence que je ressens. Et après, quand je crée mes œuvres, la trace que j'essaie de produire ou de laisser ou de donner à voir, je vais essayer à voir, en tout cas, qui est présente là, c'est aussi une trace qui active une présence, j'espère, pour les gens qui vont la voir. Voilà. Donc,
qui active une présence. C'est en ça que vous vous rejoignez peut-être, Ouais. voilà, comme on disait. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression, Ouais. on est d'accord. Merci à vous trois. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.